fondamentaux présents dans la Constitution de 1959 se trouvent aujourd'hui repris et renforcés dans le chapitre 2 de la Constitution du 27 janvier 2014. Chapitre 2, consacré aux droits et libertés, selon l'alinéa second de l'article 21, je cite, « L'État garantit aux citoyens et aux citoyennes les libertés et les droits individuels et collectifs. Il leur assurera les conditions d'une vie digne. » Fin de citation. La Constitution va ainsi affirmer un principe d'égalité, une liberté de croyance et de conscience, la dignité de la personne et son intégrité physique, la protection de la vie privée. Le droit tunisien en matière successorale reprend les règles classiques du droit musulman, avec des correctifs apportés en 1959 par le legs obligatoire et le rad. Le schéma est bien connu. Les règles de dévolution sont impératives et présentent un caractère d'ordre public. La volonté de la personne ne peut y déroger ni modifier le régime. La personne peut certes disposer par voie testamentaire du tiers de l'actif successoral, mais elle ne peut en disposer pour avantager un héritier au détriment des autres. Tous ceux dont il n'a pas disposé au profit d'étrangers se trouvent nécessairement répartis selon des règles préétablies entre les membres de la famille, leur quote-part étant déterminée par le législateur. Il ressort de ces règles que le cercle des successibles est plus large pour les hommes que pour les femmes, et sauf quelques exceptions, ces dernières ne recueillent à rang égal que la moitié de la part d'un homme. L'inégalité en raison du genre est évidemment flagrante. Mais cette hypothèse n'est pas la seule. Le droit successoral actuel révèle de nombreuses discriminations constituant des atteintes caractérisées aux droits fondamentaux. C'est ce que nous verrons tout d'abord. Nous verrons ensuite que dans la perspective d'une réforme, le législateur se doit assurer l'égalité de tous devant la loi et le respect des droits humains. Le droit positif, donc. Le principe d'égalité est particulièrement malmené par le droit des successions. Mais si l'inégalité en raison du genre est proclamée et assumée par le législateur, d'autres cas d'inégalité se retrouvent dans le droit tunisien. Deux d'entre elles ne reposent pas sur la volonté exprimée du législateur. Elles se trouvent consacrées ou discutées en raison du silence de celui-ci. La troisième est particulière. Le législateur est intervenu, mais maladresse ou manque de courage, les résultats sont insuffisants. L'inégalité en raison du genre est entièrement assumée par le législateur. À 5 reprises, dans le Code du statut personnel, il affirme que des femmes hériteront avec des hommes, je cite, sur la base du principe selon lequel l'héritier de sexe masculin a une part double de celle attribuée à un héritier de sexe féminin. Fin de citation. C'est l'inégalité la plus flagrante, la consécration d'un privilège de masculinité. À parenté égale, l'homme hérite du double de la femme, le fils avec la fille, le frère avec la sœur. Mais l'inégalité en raison du genre ne se limite pas à cela. Dans certains cas, les hommes viennent à la succession alors que les femmes d'un même degré de parenté en sont exclues. Elles ne sont pas héritières. Le droit successoral reprend en effet la distinction classique du droit musulman entre héritier fard et héritier asb. Les femmes héritières, toujours fard, sont strictement déterminées par la loi. Les hommes,
les agnas, c'est-à-dire les hommes parents du défunt par les hommes, aussi éloignés soient-ils, se voient toujours reconnaître une vocation successorale. Ainsi, en l'absence de descendance et de collatéraux directs, frères et sœurs, l'oncle, le neveu, les cousins éloignés peuvent hériter, alors que la tante, la nièce et la cousine se trouvent exclus de la succession. Dans d'autres cas, des asb éloignés se trouvent en concours avec des femmes plus proches. Il en est ainsi, en l'absence de descendance, le frère unique héritera de la totalité de la succession. En revanche, la sœur unique a seulement la moitié et le reste ira aux agnas plus éloignés. Ces inégalités en raison du genre sont inscrites dans la loi et ne peuvent changer qu'en vertu d'une intervention du législateur. Il n'en est pas de même dans d'autres situations. Dans deux cas, l'inégalité ne repose pas sur la volonté exprimée du législateur. Elle se trouve consacrée ou discutée en raison du silence de celui-ci. Le législateur ne se prononce pas sur la question, il n'affirme pas la vocation successorale, il ne la nie pas non plus. En raison de ce silence, la religion et la naissance deviennent des motifs de discrimination. Un musulman peut-il hériter d'un non-musulman et vice-versa? La vocation successorale, fondée sur la parenté ou le mariage, peut en effet être écartée s'il existe un empêchement à successibilité. L'article 88 du Code du statut personnel, qui concerne la matière, se contente d'affirmer que, je cite, « l'homicide volontaire est un cas d'empêchement à successibilité ». Fin de citation. Plus précisément, selon la version arabe du texte, il s'agit de l'un des empêchements à successibilité. Une interprétation restrictive voit dans l'homicide le seul empêchement à succession. Mais selon certains, la formulation donnerait à penser que le législateur se serait contenté de proclamer un seul empêchement, l'homicide volontaire, et pour le reste aurait renvoyé au droit musulman. De sorte que l'apostasie et la différence de religion deviennent des empêchements à succession en droit tunisien. En pratique, cela signifie que l'épouse, tunisienne ou étrangère, cela importe peu, mais de confession juive, chrétienne ou autre, ne peut hériter de son mari musulman, de même que le mari et les enfants présumés de la même religion que leur père ne peuvent hériter d'elle. La jurisprudence, c'est-à-dire les tribunaux, la jurisprudence a commencé par interpréter ce texte comme renvoyant au droit musulman et aux empêchements prévus par le droit musulman. Elle a estimé à différentes reprises qu'il ne pouvait y avoir de succession entre personnes de confessions différentes. La jurisprudence consacrait ainsi une rupture d'égalité. Alors que les liens familiaux sont les mêmes, les personnes héritent ou n'héritent pas en fonction de leur religion. À partir de l'an 2000, un courant se dessine au sein de la jurisprudence qui refuse de voir dans la disparité de culte un empêchement à succession. Les juges font alors appel aux droits fondamentaux. L'affirmation, dit la Cour de cassation, selon laquelle le législateur garantit d'une part la liberté religieuse et interdit d'autre part la succession entre personnes de confessions différentes, constitue une contradiction. L'égalité impose l'absence de discrimination en raison de considérations religieuses. Fin de citation. Mais ce courant, s'il devient de plus en plus important, n'arrive pas à s'imposer de façon définitive. Ainsi, depuis la Révolution, des décisions contradictoires sont rendues.
Une décision de la Cour d'appel de Tunis, lourdement motivée en 2014, estime que les articles relatifs aux empêchements à mariage et à succession doivent être interprétés par un retour au droit musulman et se réfère à l'article 1er de la Constitution de 1959 qui affirme que l'islam est la religion de l'État et dont les dispositions, dit-elle, ont été reprises par la Constitution de 2014. Cette même Cour d'appel va revenir sur sa décision en 2016. De nouveau, il est fait appel aux droits fondamentaux et aux conventions internationales ratifiées par la Tunisie pour permettre à la veuve non musulmane d'un musulman d'hériter de son défunt mari. Le deuxième cas d'inégalité sans texte est une inégalité en raison de la naissance. Elle concerne l'enfant né hors mariage. Le législateur a promulgué le 28 octobre 1998 une loi relative à l'attribution d'un nom patronymique aux enfants abandonnés et de filiation inconnue. En fait, cette loi autorise la recherche et l'établissement de la filiation paternelle hors mariage. L'établissement de la filiation permet, selon la loi, de faire jouer entre l'enfant et son père les règles relatives à la tutelle, la garde, la pension alimentaire et les empêchements à mariage. Mais la loi reste muette s'agissant de la vocation successorale réciproque entre l'enfant et son père. La doctrine est divisée. Certains auteurs ont estimé que le silence du législateur devait être interprété en faveur de l'enfant. Toute filiation établie doit, selon ces auteurs, produire tous les effets de la filiation, y compris la vocation successorale. L'opinion aujourd'hui dominante considère que le silence du législateur vaut exclusion. L'enfant naturel n'hérite pas de son père. Cette attitude semble avoir été adoptée par la jurisprudence, mais je n'ai pas eu en main les décisions jurisprudentielles. Dans les deux cas, le silence du législateur fait du juge le maître du jeu. Au gré des espèces et du juge saisi, la vocation successorale de l'enfant naturel et celle de personnes de confessions différentes sera reconnue ou déniée. Afin de stabiliser ces questions, il a également une intervention législative serait la bienvenue. Le troisième cas est différent. S'y retrouvent des atteintes au principe d'égalité, mais également des considérations techniques. Il s'agit du cas des petits-enfants dont le père ou la mère est prédécédé. Les situations sont dans ce cas variées et les solutions également. Selon le droit musulman, en présence d'un fils du défunt, les enfants d'un fils ou d'une fille prédécédée n'héritent pas. Ils sont couverts, mahjoubin, ils sont couverts par leur oncle. Dans cette hypothèse, il n'y a pas de rupture d'égalité parce que le fils du défunt et les petits-enfants sont de la même classe, celle des descendants, mais ils ne sont pas du même degré. Le fils est à 1 degré, les petits-enfants sont à 2 degrés. La solution laisse cependant un malaise. L'équité ne s'y retrouve pas. Les petits-enfants qui ont eu le malheur de perdre prématurément un père ou une mère ne viennent pas de plus à la succession de leurs grands-parents. Ceci donc en présence d'un fils. Mais en l'absence d'un fils vivant du défunt, les enfants d'une fille prédécédée ne sont pas toujours héritiers. En revanche, les petits-enfants, garçons ou filles issus d'un fils, le sont. Les petits-enfants issus d'un fils sont héritiers, les petits-enfants issus d'une fille ne sont pas héritiers. La rupture de l'égalité est ici manifeste. Le législateur tunisien a voulu venir en aide à ses petits-enfants. Il aurait pu adopter un mécanisme inconnu du droit musulman, la représentation successorale. Celle-ci
permet, mécanisme qui est connu dans différents systèmes juridiques, celle-ci permet aux descendants, filles ou garçons, d'une personne prédécédée de venir à la succession au lieu et place de leur auteur. Mais le législateur a voulu rester dans le cadre du droit musulman. Il institue en 1959 le legs obligatoire. Désormais, tous les petits-enfants viennent à la succession, soit comme héritiers, soit comme légataires. Mais l'égalité ne règne pas pour autant, car en choisissant la voie du legs, le législateur se fixe lui-même des limites. Sa sollicitude à l'égard des petits-enfants se trouve contenue, réfrénée par les principes directeurs du droit musulman. Distinction, filles et garçons, limitation du legs au tiers successoral. Ainsi, lorsqu'une personne décède en laissant un fils et des petits-enfants d'un autre fils prédécédé, ces petits-enfants ne pourront pas avoir la part qui revenait à leur père, c'est-à-dire la moitié, ils n'auront seulement le tiers en vertu du jeu du legs obligatoire. Plus encore, si le défunt ne laisse comme descendants que des petits-enfants d'une fille prédécédée, ces petits-enfants ne pourront avoir que le tiers, le legs obligatoire. Le reste revient aux oncles, cousins et neveux du défunt. Des agnats plus éloignés viennent concurrencer la propre descendance du défunt et recevront les 2/3 de la succession. Toutes ces solutions paraissent de nos jours choquantes. C'est pourquoi le droit successoral, dans son ensemble, doit être repensé. La voie est toute tracée, le respect des droits fondamentaux s'impose dans la réforme. Le respect des droits fondamentaux s'impose d'abord en raison de la Constitution, mais notre collègue Salsabil Qlibi va nous en parler, et des engagements internationaux de la Tunisie. Pour ma part, je me contenterai de me placer au niveau du droit interne. Si le droit successoral paraît de nos jours anachronique, c'est qu'il véhicule une conception de la famille aujourd'hui dépassée. Pour maintenir la cohérence du système juridique, le législateur doit aligner le droit successoral sur le reste du droit de la famille. Le droit successoral, comme tout droit, traduit un système d'idées et de valeurs. La désignation des successeurs peut se faire selon deux grands systèmes. Elle peut reposer sur la volonté de la personne, l'OASIA dont on parlait ce matin, faisant valoir une conception patrimoniale et individualiste des successions, envisagée comme un prolongement de la propriété. Elle peut reposer sur la force de la loi qui désigne elle-même les personnes appelées à recueillir la succession. Elle devient alors l'expression des devoirs de l'individu à l'égard de ses proches. Le droit musulman combine partiellement les deux systèmes. Il laisse une place à la volonté de l'individu, qui peut disposer du tiers de l'actif successoral, mais le reste, les 2/3, sont réservés aux proches et sont répartis selon des règles impératives. La dévolution successorale, cette répartition faite par le législateur, n'est pas une simple technique d'attribution des parts. Elle traduit nécessairement un mode d'organisation sociale et politique. Le législateur impose sa conception de la propriété et de la famille. Il délimite le cercle des successibles et opère leur classement. Expression des devoirs de l'individu envers sa famille, la succession doit se répartir selon certaines règles qui reposent sur les mâles parents du défunt par les mâles. De ce point de vue, le droit musulman apparaît comme un ensemble cohérent de règles reposant sur une certaine logique parfaitement adaptée à une société donnée. La difficulté
réside dans ce que cette logique n'est plus celle du droit positif actuel, que la société aujourd'hui n'est plus celle qui existait lors de l'élaboration et de la mise en place du droit musulman. La famille agnatique correspondait bien à une réalité sociale au moment de la révélation. Elle n'a plus aucun sens actuellement. Les principes régissant le groupe social ne sont plus les mêmes. Le législateur a pris acte de ces changements dans le droit de la famille. Il ne l'a fait que partiellement dans le droit successoral. La cohérence interne du système impose d'aligner le système successoral sur le reste du droit de la famille. La cohérence du système juridique n'impose pas une conformité uniquement des textes aux normes qui lui sont supérieures dans la hiérarchie. Elle implique également une cohérence de solutions dans les textes de même degré. De ce point de vue, le droit tunisien présente un hiatus. Le droit de la famille et son évolution consacrent au niveau des textes le passage de la famille traditionnelle à une famille conjugale moderne, phénomène quasi général qui se constate dans toutes les sociétés et qui est dû au changement des modes de vie et de production économique. Le droit de la famille se caractérise ainsi par une politique d'émancipation de l'individu par rapport au groupe et par une marche vers une plus grande liberté et une plus grande égalité entre hommes et femmes. Le législateur tunisien a voulu épouser son temps et se doter de textes tenant compte de la nouvelle réalité sociale. L'ensemble du droit de la famille, malgré des maladresses et des lacunes, révèle la cohérence de la politique législative fondée sur les droits fondamentaux. Cette politique de restructuration de la famille ne se retrouve que partiellement consacrée en matière de succession. Le droit successoral demeure profondément inégalitaire. La juxtaposition dans le droit tunisien des deux types de familles différents, famille élargie, agnatique et famille restreinte, conjugale, famille hiérarchisée et famille fondée sur un principe d'égalité, aboutit à des incohérences internes dans le droit, essentiellement dans les relations patrimoniales. L'inégalité successorale du droit musulman est justifiée par certains auteurs par le versement de la dot par le mari à la femme et par l'obligation d'entretien qui pèse sur lui seul. De nos jours, la dot perd de son importance, la femme est tenue de contribuer aux charges du mariage et une obligation d'entretien pèse sur elle envers ses ascendants et descendants. Ceci, bien entendu, est à approuver. La femme est un être responsable et elle a des obligations. Mais l'inégalité successorale demeure. Il en résulte que les avancées vers plus d'égalité accentuent en fait l'inégalité économique de la femme. La situation ne peut perdurer. Le législateur doit reprendre la parole. Les droits fondamentaux doivent être au cœur de la réforme. Le législateur doit faire voler en éclats le principe agnatique, de nos jours totalement anachronique. Il doit tenir compte des liens du sang, tous les liens de sang, mais également de la dimension affective de la famille. Combinés, liens de sang et affection conduisent au rejet des discriminations au sein de la famille. Il amène, en droit successoral, à une stricte égalité entre proches de même rang, sans distinction aucune de religion, de légitimité ou de genre. Je vous remercie.